Si tu ressens un malaise profond dès que tu es entouré de trop de personnes, ce n'est pas un défaut de caractère, ni une fragilité sociale, ni un manque à corriger, c'est un signal ancien, précis, presque interdit. Quelque chose en toi sait. Et ce que tu ressens n'a jamais été un hasard. Depuis longtemps, on t'a appris à croire que la solitude est une faiblesse, que le besoin de retrait est un problème, que la foule est la norme et l'isolement une anomalie. Mais cette version de la réalité est une construction récente, fabriquée pour neutraliser une vérité bien plus dérangeante. Tu ne fuis pas les autres par peur, tu t'en éloignes parce que ton énergie refuse la dispersion. Il existe une raison plus profonde à ce sentiment d'étouffement que tu ressens au milieu des groupes, une raison que peu osent regarder en face. Lorsque tu es entouré de trop de gens, quelque chose en toi se contracte, se ferme, se fatigue. Ce n'est pas ton esprit conscient qui rejette la foule, c'est ton système intérieur, ta conscience subtile, ton champ énergétique. Et cette réaction n'est ni moderne ni accidentelle. Elle est ancienne, connue, documentée, puis soigneusement enfouie. On t'a appris à chercher des explications psychologiques, des diagnostics, des étiquettes rassurantes, mais on t'a détourné de la source réelle du phénomène. Ce que tu appelles solitude est souvent une forme de lucidité. Tu ressens ce que d'autres ne perçoivent plus, les tensions invisibles, les déséquilibres, les charges émotionnelles, les frictions énergétiques. La majorité vit en surface, connectée en permanence, mais profondément déconnectée d'elle-même. Toi, tu ressens le prix à payer. Et ce prix est lourd lorsque tu t'exposes trop longtemps à des champs de conscience désordonnés. Ce savoir a existé. Il a été transmis dans des cercles fermés, puis dilué, ridiculisé ou réduit au silence. Car un individu qui comprend la gestion de son énergie intérieure devient difficile à contrôler. Si cette résonance te parle, écris simplement en commentaire la phrase suivante comme un sceau symbolique. Je protège mon énergie consciente. Abonne-toi, soutiens ce travail et reste jusqu'à la fin, car ce que tu t'apprêtes à entendre n'est pas destiné à tout le monde. C'est une vérité ancienne que peu acceptent d'affronter, mais qui change radicalement la manière dont tu te tiens dans le monde. Bien avant que la foule ne devienne une norme sociale, avant que la promiscuité permanente ne soit présentée comme un idéal, les civilisations initiatiques savaient une chose essentielle. L'être humain est traversé par des flux subtils, et ces flux se perturbent au contact de consciences désaccordées. Dans l'Égypte ancienne, dans les écoles pythagoriciennes, chez les sages de l'Inde védique ou dans les cercles gnostiques, le retrait n'était pas une fuite, mais une discipline sacrée. Se tenir à l'écart n'était pas un rejet du monde. C'était une condition pour entendre ce qui ne parle qu'au silence intérieur. Hermès Trismégiste enseignait que « ce qui est en bas est comme ce qui est en haut ». Mais cette loi ne fonctionnait qu'à une condition, que l'être reste centré, non fragmenté. La table d'émeraude n'était pas un poème mystique, mais un mode d'emploi de la conscience. Elle rappelait que la multiplication des influences brouille la clarté intérieure. Les initiés savaient que trop de présence non alignée crée une distorsion du champ personnel, une dilution progressive de la volonté et de la perception. Voilà pourquoi les temples n'étaient accessibles qu'à certains, après des périodes de retrait, de purification et de solitude volontaire. Ce savoir a traversé les siècles jusqu'à devenir dangereux pour les structures de pouvoir modernes. Un individu qui sait quand se retirer, qui comprend que son énergie n'est pas infinie, devient ingouvernable. Il ne se nourrit plus de validation extérieure. Il n'absorbe plus les peurs collectives. Il ne réagit plus mécaniquement. Alors ce savoir a été déformé. La solitude est devenue un symptôme. Le silence une anomalie. Le besoin d'espace, une pathologie. On a remplacé les rites de retrait par des distractions constantes et l'initiation par la stimulation permanente.
Dans les traditions gnostiques, le monde était décrit comme un espace de brouillage gouverné par des forces qui se nourrissent de dispersion. Plus l'être est fragmenté, plus il est malléable. La foule est devenue un outil, non pas parce que les gens sont mauvais, mais parce qu'un grand nombre de consciences non maîtrisées crée un bruit intérieur qui empêche toute élévation réelle. Tu ressens ce bruit. Ton malaise est un reste de mémoire ancienne. Une partie de toi se souvient que la clarté naît dans la sobriété relationnelle, pas dans la saturation. Le monde moderne glorifie l'exposition permanente, mais il produit une fatigue spirituelle massive. Les anciens savaient que l'âme a besoin de frontières. Sans frontières, elle se dissout. C'est pour cela que ce savoir a été ridiculisé, associé à l'élitisme ou à l'associabilité, car reconnaître que tout le monde n'a pas accès à ton espace intérieur remet en cause l'illusion d'égalité énergétique. Toutes les présences ne se valent pas. Toutes les conversations ne sont pas neutres. Toutes les compagnies ne sont pas nourrissantes. Ce que tu ressens n'est donc pas une défaillance moderne. C'est un héritage ancien, mal compris, mais encore actif en toi. Lorsque tu entres dans un groupe et que ton énergie se referme, ce n'est pas une réaction sociale. C'est un mécanisme de protection archaïque. Ton corps, ta conscience et ton champ intérieur perçoivent une surcharge avant que ton mental n'ait le temps de la nommer. Tu ressens une fatigue soudaine, une irritation diffuse, parfois une impression de te perdre toi-même. Ce phénomène n'est pas émotionnel, il est vibratoire. Chaque être humain émet un rythme intérieur, un mélange de pensées, de tensions, de désirs et de peurs. Lorsque trop de rythmes discordants entrent en contact avec le tien, la cohérence se brise. Tu ne t'éloignes pas parce que tu n'aimes pas les gens. Tu t'éloignes parce que ton système refuse l'incohérence. Les traditions initiatiques parlaient de centre. Tant que l'être reste centré, il demeure souverain. Dès qu'il est dispersé, il devient perméable. La foule agit comme un champ de force contradictoire. Elle attire, sollicite, capte. Elle exige une adaptation constante, souvent inconsciente. Sourire ici, se taire là, s'ajuster, absorber. Chaque micro-ajustement te coûte de l'énergie. Et si ton seuil de sensibilité est élevé, ce coût devient insupportable. Là où d'autres s'anesthésient, toi tu ressens. Là où d'autres se diluent, toi tu résistes. Cette résistance est vécue comme une solitude, alors qu'elle est une fidélité à ton axe intérieur. On t'a appris à croire que l'humain est fait pour vivre en groupe en permanence. Cette idée est incomplète. Les anciens savaient que l'humain alterne entre présence et retrait, action et intériorité. Le problème n'est pas le lien, c'est l'excès de lien non conscient. Lorsque tu es entouré de trop de gens, tu entres dans un champ saturé d'intentions inconscientes, désir de reconnaissance, frustration, comparaison, peur masquée. Ton corps subtil capte ces informations avant ton esprit rationnel. Il n'a pas les mots. Alors il déclenche un signal clair. Éloigne-toi. Ce que beaucoup appellent anxiété sociale n'est souvent qu'un conflit entre une conscience fine et un environnement brut. Tu n'es pas en décalage avec le monde. Tu es en avance sur ce que le monde est prêt à reconnaître. Ta solitude n'est pas un vide. C'est un espace préservé. Un espace où ta perception reste intacte. Les initiés parlaient de l'art de fermer les portes, non par mépris, mais par discernement. Tout ce qui entre en toi te transforme. Chaque présence laisse une trace. Si tu laisses entrer trop de traces, tu ne sais plus lesquelles sont les tiennes. La foule a un effet hypnotique. Elle entraîne vers le bas commun, vers la moyenne, vers le bruit. Plus tu es conscient, plus cet effet devient visible, et donc insupportable. Tu ressens la perte de clarté presque immédiatement. Tes pensées deviennent moins nettes. Ton souffle se raccourcit. Ton attention se fragmente. Ce sont des signes précis. Ils indiquent que ton énergie est en train d'être tirée hors de son centre. Beaucoup vivent cela sans le sentir. Toi, tu le ressens. C'est pour cela que tu choisis la distance. Non par rejet, mais par lucidité.
Cette solitude que tu portes n'est pas une punition. C'est une phase initiatique. Elle t'oblige à te rencontrer sans interférence. Elle te force à distinguer ce qui vient de toi et ce qui vient des autres. Tant que cette distinction n'est pas claire, la présence massive des autres devient une menace pour ton intégrité intérieure. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est une nécessité énergétique. Et cette nécessité, bien comprise, devient une force silencieuse, une force que peu savent reconnaître, mais que tu incarnes déjà sans le savoir. Ce que le monde moderne appelle isolement est souvent l'inverse exact de ce qui se joue réellement en toi. Tu n'es pas coupé, tu es concentré. Tu n'es pas vide, tu es condensé. Les traditions initiatiques l'enseignaient sans détour. Plus la conscience s'affine, moins elle tolère le mélange confus. Ce n'est pas un jugement moral, c'est une loi de cohérence. L'alchimiste ne mélange pas n'importe quelle substance, au risque de tout détruire. Il choisit, dose, isole, puis unit. Toi aussi tu es soumis à cette loi, même si personne ne t'en a jamais parlé. La fausse croyance moderne affirme que plus tu es entouré, plus tu es vivant. Cette idée flatte l'ego social, mais elle appauvrit l'âme. Les anciens savaient que la présence massive d'autrui crée une pression invisible qui pousse l'être à se conformer, à se fragmenter, à s'oublier. C'est pour cela que les initiés passaient par des périodes de désert, de grotte, de retraite. Le désert n'était pas un lieu géographique, c'était un état intérieur où la voix profonde pouvait enfin se faire entendre sans être noyée par le bruit collectif. Dans l'hermétisme, l'or ne naît jamais dans la foule des métaux. Il se révèle dans la séparation, la calcination, la mise à l'écart. Ta solitude fonctionne selon le même principe. Elle brûle les influences étrangères. Elle fait remonter ce qui t'appartient réellement. Ce processus est inconfortable, car il te prive des anesthésiants habituels, bavardage, distraction, présence inutile. Mais il te rend quelque chose de précieux, la netteté. Et la netteté dérange ceux qui vivent dans le flou. Voilà pourquoi on a transformé ce chemin en anomalie psychologique plutôt qu'en voie de maturation spirituelle. On t'a aussi fait croire que ton malaise venait d'un manque de confiance, d'une peur du regard des autres. Cette interprétation est partielle et commode. Elle évite de poser la vraie question. Et si ce n'était pas toi qui étais trop fragile, mais le champ collectif qui était trop chargé? Les initiés parlaient de miasmes, de voiles, d'égrégores, des accumulations de pensées non digérées qui saturent l'espace. Plus tu es conscient, plus tu ressens cette saturation comme une agression subtile. Ton retrait n'est donc pas une fuite, c'est une réponse juste à un environnement désaccordé. Il existe un paradoxe que peu acceptent d'affronter. Plus tu te connais, moins tu peux te dissoudre dans le groupe. La foule exige une part de renoncement intérieur. Elle demande que tu simplifies ta pensée, que tu réduises ta présence, que tu t'adaptes à un rythme moyen. Si ton axe est fort, cette demande devient douloureuse. Tu ressens une tension permanente, comme si quelque chose en toi refusait de se plier. Ce refus n'est pas de l'arrogance, c'est une fidélité silencieuse à ta structure profonde. Les textes gnostiques parlaient de ceux qui ne dorment pas au milieu des dormeurs. Ils ne sont pas supérieurs, ils sont simplement éveillés à une autre fréquence. Leur solitude est souvent mal comprise, car elle ne correspond pas aux normes visibles. Ils peuvent t'aimer profondément, mais choisir rarement. Ils peuvent être présents intensément, mais brièvement. Leur retrait n'est pas un mur, c'est un filtre. Et ce filtre protège l'essentiel, la continuité de la conscience. Si tu te reconnais dans cette tension, c'est que tu es déjà engagé sur un chemin que peu nomment. La vraie question n'est donc pas pourquoi tu ne supportes pas d'être entouré de trop de gens. La vraie question est jusqu'où tu es prêt à assumer ce que ta solitude révèle de toi. Car une fois que tu comprends qu'elle n'est pas une carence, mais une fonction, tu ne cherches plus à la combler, tu apprends à l'habiter. Et à partir de là,
ton rapport au monde change radicalement. Comprendre cette vérité ne suffit pas. Un savoir non appliqué se retourne toujours contre celui qui le porte. Ta solitude consciente doit devenir un instrument, pas une prison. Les traditions initiatiques insistaient sur ce point. Le retrait n'a de sens que s'il affine ton axe intérieur et renforce ta présence au monde lorsque tu choisis d'y entrer. La première pratique consiste à rétablir une frontière claire entre toi et ce qui ne t'appartient pas. Chaque jour, accorde-toi un temps de retrait volontaire, même bref, où aucune voix extérieure ne pénètre ton espace. Pas de conversations inutiles, pas de contenu parasite, pas de stimulation superflue. Ce temps n'est pas un luxe, c'est une purification. Ensuite, observe consciemment ton état intérieur avant et après chaque interaction sociale. Ne juge pas, ressens. Ton corps te parle toujours avant ton mental. Si tu ressors vidé, tendu, confus, c'est que tu as laissé entrer trop d'influence sans discernement. Apprends à limiter la durée, la fréquence, l'intensité. Les initiés ne multipliaient jamais les contacts sans nécessité. Ils privilégiaient la qualité à la quantité. Cette règle simple change tout lorsque tu l'appliques sans culpabilité. Un rituel ancien consiste à recentrer ton énergie avant d'entrer dans un groupe. Avant toute rencontre, prends quelques respirations lentes et profondes, en visualisant ton axe intérieur comme une colonne stable, verticale, inébranlable. Tu n'as rien à prouver, rien à capter, rien à donner de force. Tu es présent, pas perméable. Cette intention modifie radicalement la manière dont les autres te perçoivent, et surtout, la manière dont tu ressors de l'échange. Tu n'absorbes plus, tu observes. Il est également essentiel de choisir consciemment tes fréquentations. Ce choix n'est ni élitiste ni cruel. Il est énergétique. Certaines présences t'élèvent, d'autres te dispersent. La sagesse ancienne enseignait que toute relation est un échange de souffle. Si l'échange est déséquilibré, l'âme s'épuise. Tu as le droit de dire non, de partir, de te taire. Ce droit t'a été retiré symboliquement par des normes sociales artificielles. Récupère-le sans justification excessive. Introduis maintenant une phrase mot de passe. Un saut intérieur à répéter lorsque tu sens ton énergie menacée. Cette phrase est simple, mais elle agit comme une fermeture consciente. Répète intérieurement, avec calme et fermeté. Je reste dans mon centre. Rien ne m'en détourne. Ce mantra n'est pas magique par superstition. Il est structurant. Il rappelle à ton système intérieur que tu es souverain de ton espace. Méfie-toi d'un piège fréquent. Utiliser la solitude pour nourrir l'orgueil ou la fuite. Le retrait initiatique n'est pas un rejet du monde. C'est une préparation. Si tu t'isoles pour éviter toute confrontation, tu déséquilibres le processus. La vraie maîtrise consiste à pouvoir entrer et sortir, ouvrir et fermer, sans te perdre. La solitude doit te rendre plus clair, pas plus rigide. Enfin, accepte que peu comprendront ton besoin de distance. N'essaie pas de convaincre. L'initié n'explique pas tout, il incarne. Plus tu assumes cette posture avec sérénité, plus ton entourage s'ajuste naturellement. Certains s'éloigneront, d'autres se révéleront. C'est une sélection silencieuse, mais juste. Appliquée ainsi, ta solitude cesse d'être une souffrance. Elle devient un laboratoire intérieur, un lieu où tu te renforces, où tu t'alignes, où tu choisis consciemment quand et comment tu offres ta présence. Et lorsque tu reviens vers le monde, ce n'est plus par besoin, mais par choix. C'est là que réside la véritable puissance. Ce que tu viens de traverser n'est pas une explication de plus à ajouter à ta vie. C'est un renversement de perspective. Tu n'es pas seul parce que quelque chose manque en toi. Tu es seul parce que quelque chose est intact. Ta sensibilité, ton besoin de retrait, ton refus instinctif de la foule ne sont pas des failles à corriger, mais des signaux de cohérence. Tu n'as jamais été conçu pour te dissoudre.
Tu as été conçu pour te tenir droit, centré, conscient. Et cela a toujours eu un prix. Les vérités anciennes l'affirmaient sans détour. Celui qui protège son centre protège sa destinée. En te dispersant, tu perds ta clarté. En te retirant consciemment, tu récupères ton pouvoir. Ta solitude n'est pas un mur qui te sépare du monde, c'est un seuil. Un seuil que tu apprends à franchir quand c'est juste et à refermer quand c'est nécessaire. Là réside la maîtrise, pas dans l'isolement absolu, mais dans la capacité à choisir. Le monde tentera encore de te convaincre que tu dois t'adapter, t'expliquer, te justifier. Résiste à cette pression subtile. Tout ce qui est précieux est protégé. Tout ce qui est sacré est filtré. Ton espace intérieur n'échappe pas à cette loi. Plus tu l'honores, plus ta présence devient dense, calme, magnétique. Tu n'as plus besoin de te montrer partout. Tu es là quand tu es là, et cela suffit. Retiens cette phrase comme une clé à méditer, surtout dans les moments de doute. Ce qui me préserve me renforce. Elle n'est pas destinée à être comprise par tous. Elle est destinée à être vécue. Chaque fois que tu l'oublies, tu te disperses. Chaque fois que tu t'en souviens, tu reviens à toi. Si ce message a résonné, écris en commentaire la phrase suivante comme un acte conscient. Je choisis mon centre. Partage cette vidéo avec ceux qui ressentent ce décalage sans parvenir à le nommer. Abonne-toi si tu souhaites continuer cette exploration, car ce chemin ne fait que commencer. La vraie initiation n'est jamais bruyante. Elle est silencieuse, exigeante et profondément libératrice.